À lundi. Oui, bonjour tout le monde. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Depuis plusieurs années, depuis plusieurs gouvernements, on a un réseau qui est presque dysfonctionnel. Puis un des problèmes importants, c'est le fait qu'on ait 40 des infirmières dans le réseau qui sont à temps partiel. On peut imaginer, là, ceux qui ont déjà géré une entreprise, une organisation, il n'y a aucune organisation qui pourrait être gérée de façon efficace avec 40 de ses employés importants qui sont à temps partiel. Donc, le problème commence là. Mais le problème amène deux autres problèmes chroniques à travers les années, depuis plusieurs années, plusieurs gouvernements. Le temps supplémentaire obligatoire a explosé. Puis on a aussi vu exploser le recours aux agences de placement privées. Donc, ça a amené ces deux problèmes. Et, quand on est arrivé il y a 3 ans, d'abord, on savait qu'il fallait changer les conventions collectives. Les conventions collectives se terminaient le 31 mars 2020. Donc, on avait ça en tête. Ce qu'on a fait en attendant la négociation de la convention collective, c'est d'afficher beaucoup de postes temps plein pour les infirmières. Mais malheureusement, il y en a plusieurs de ces postes-là qui n'ont pas été comblés. Donc, on a eu ensuite la pandémie. Bon, puis évidemment, chaque mois qui a passé, ça a amené plus de difficultés. C'est pas seulement au Québec. Là, je parle régulièrement avec mes homologues, les premiers ministres des autres provinces, puis partout, on manque d'infirmières, essentiellement pour deux raisons. Première raison, on demande aux infirmières, en plus de s'occuper des patients réguliers, de s'occuper des patients COVID, mais aussi, malheureusement, il y a des infirmières, à cause de ça, qui se sont retrouvées épuisées, puis qu'avec raison, ils ont choisi de quitter le réseau. Donc, ça a aggravé le problème des infirmières qui restent. Donc, je reviens sur les conventions collectives parce que tout commence là. Le problème, le défi qu'on a, c'est de réorganiser le travail pour être capable d'offrir une conciliation famille-travail, une prévisibilité aux infirmières dans leurs horaires. En fait, être capable de leur donner une vie de famille, une vie personnelle raisonnable, je peux dire, et surtout, arrêter de leur demander de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, pour ça, il fallait négocier les conventions collectives. C'était pas simple, le mandat qu'on s'est donné pour négocier les conventions collectives. D'abord, vous rappellerez qu'on s'est donné certains groupes où on a donné des augmentations de salaire plus importantes. Je pense aux enseignants, je pense aux préposés aux bénéficiaires, je pense aux infirmières qui travaillent de soir, de nuit, de fin de semaine. Ça s'était jamais fait de donner 6 à un groupe, puis 18 à un autre groupe, là. Ça s'était jamais fait. Puis, je veux en profiter pour le faire devant elle, là. Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, a fait un travail extraordinaire, puis elle est arrivée à signer puis à modifier ces conventions collectives-là avec l'accord de la FIC puis des syndicats d'infirmières. C'est extraordinaire. Par contre, avant que ça soit mis en application, ça va prendre un certain nombre de mois. Okay? Beaucoup de bureaucratie, il faut que ça descende localement. Donc, le défi qu'on a devant nous, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que ces conventions collectives-là soient appliquées. Parce que, je le répète, la clé, c'est d'abord la réorganisation du travail, puis ça passe par les nouvelles conventions collectives. Mais là, on a besoin d'une passerelle pour être capable de se rendre jusque-là, pour accélérer l'application des conventions collectives. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec Christian, avec Sonia, c'est de penser en dehors de la boîte.
un peu comme on le fait pour embaucher 8 500 préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD l'année passée, puis un peu comme on le fait dernièrement avec la vaccination, là, donc être capable de penser en dehors de la boîte, je dirais même en dehors de la bureaucratie, puis des anciennes façons de faire. Donc, je le répète, le plus important, c'est la réorganisation du travail, mais pour se rendre jusque-là, on annonce aujourd'hui des incitatifs financiers importants pour avoir plus d'infirmières à temps plein qui vont nous permettre justement d'offrir des horaires qui sont prévisibles, qui sont raisonnables. Puis, je veux aussi vous préciser que quand je dis infirmières, ça inclut les infirmières auxiliaires, ça inclut les inhalothérapeutes, puis ça inclut les perfusionnistes. Donc, le premier principe qu'on s'est donné pour donner des bonis, c'est de dire qu'il faudrait que les infirmières qui sont restées dans le réseau ne soient pas pénalisées, au contraire, qu'elles soient avantagées. Donc, c'est les personnes qui travaillent à temps plein dans le réseau, là, à qui j'annonce qu'on va leur donner un boni de 15 000 $ donc par infirmière, celles qui travaillent à temps plein. Deuxième groupe, les infirmières qui sont dans le réseau actuellement, qui acceptent de passer à temps plein, vont recevoir aussi un boni de 15 000 $. Troisième groupe, les infirmières qui ont quitté. Donc, soit qui ont quitté pour être chez elles à la retraite, soit qui ont quitté pour aller, souvent, dans le secteur privé. Donc, les infirmières qui ont quitté, qui acceptent de revenir à temps plein, vont avoir un bonus de 12 000 $. Il y a une quatrième catégorie qui est dans 5 régions. Il y a 5 régions où il y a des problèmes particuliers. Bon, l'Outaouais, bien sûr, parce qu'il y a la compétition d'Ottawa puis de l'Ontario, l'Abitibi-Témiscamingue, dont on a beaucoup parlé, la Côte-Nord, le nord du Québec, puis la Gaspésie et de la Madeleine. Donc, des régions qui sont plus éloignées, où il y a encore plus de problèmes. Donc, dans ces régions-là, on va offrir un boni aux infirmières qui sont déjà à temps plein, qui sont restées de 18 000 $. Puis, les infirmières qui acceptent de revenir à temps plein dans ces 5 régions vont avoir un boni de 15 000 $. Bon. En plus de ces incitatifs financiers, Christian, avec les PDG de CIS et de SUS, va s'assurer qu'à l'avenir, les meilleurs horaires de travail vont d'abord être offerts aux infirmières du réseau public, donc avant les infirmières qui passent par les agences privées. Ensuite, on va embaucher des agents administratifs. Il y a beaucoup d'infirmières qui nous ont dit « je passe 30 % de mon temps à remplir de la paperasse ». Donc, on aimerait mieux, nous autres, qui passent ce temps-là à soigner des patients. Donc, on va embaucher des agents administratifs. Ça va libérer du temps d'infirmières. Il y a aussi des moyens qui vont être mis en place, qui vont donner plus des résultats à moyen terme. Le ministre de l'Emploi, Jean Boulet, travaille sur du recrutement à l'extérieur du Québec. Puis, il travaille aussi sur une accélération de la formation des infirmières auxiliaires. Donc, je conclue en vous disant que toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante. On aimerait ça que ça soit complet, là, mais on va être réaliste dans un premier temps, de réduire de façon très importante nos 2 problèmes chroniques, c'est-à-dire réduire le temps supplémentaire obligatoire, puis réduire l'utilisation des agences de placement privées. Puis pour ça, bien, vous le voyez, on a des moyens costauds. Ça représente un coût d'environ 1 milliard de dollars pour le gouvernement du Québec. C'est beaucoup d'argent, mais on pense que la situation le justifie. Maintenant, dernière chose que je veux préciser, on a très bien compris que l'essentiel pour les infirmières, c'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, c'est d'être capable d'arrêter d'avoir du temps supplémentaire obligatoire, d'avoir
de la prévisibilité. Puis notre objectif dans tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure... de dire, il faut que le réseau public de la santé soit la meilleure place pour les infirmières pour travailler. Pas les agences privées, pas ailleurs, là. Réseau public, il faut qu'on soit capable d'offrir les meilleures conditions. Pour ça, on a besoin, à court terme, de mettre des incitatifs pour avoir plus de gens à temps plein. Donc, je lance un message en terminant à toutes les infirmières qui ne sont pas à temps plein actuellement dans le réseau. On a besoin de vous autres. Les Québécois ont besoin de vous autres. Puis je lance aussi un message aux syndicats, aux gestionnaires, ordre professionnel, tout le monde, là, il faut se mettre en mode solution. C'est un gros changement qu'on propose, mais devant une situation exceptionnelle, il faut prendre des moyens exceptionnels. Puis je termine en disant, les infirmières, là, ont pris soin de nous autres depuis longtemps. Il est temps aujourd'hui qu'à notre tour, on prenne soin de nos infirmières. Sur ce, je passe la parole à la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel. Bien, merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici parce que cette révolution dont le Premier ministre vient de vous parler, quant à moi, elle débute par cette convention qu'on a négociée avec principalement la FIC et les autres syndicats également. Et c'est la base, là, c'est la base du plan d'action et c'est la base de la solution pour avoir justement ces meilleures conditions de travail-là. Je suis intimement convaincue que ça va secouer les colonnes du temple. C'était l'idée de la convention. On veut changer concrètement la face du réseau et déployer naturellement plus de services pour les Québécois, mais toute cette culture de gestion-là qui s'est instaurée au fil des années, convention après convention, où on en est venu à une espèce de problème chronique de façon de gérer les horaires et le temps de vie des infirmières. C'est à ça que la Convention veut répondre et va répondre. Et on a bien entendu les revendications des infirmières. On était à l'écoute aux tables de négociation. Et on le dit, mais on ne le répétera pas assez. Ce qu'elles veulent, c'est une meilleure qualité de vie. Et c'est aux conditions d'exercice qu'on s'est attaqué avec cette convention-là. Et c'est les objectifs qui ont guidé toutes les mesures qui se retrouvent dans la convention. C'est vraiment un changement de culture qu'on veut instaurer dans le réseau, un nouveau modèle de gestion. Et bon, je vous donne quelques exemples de ce qui se retrouve comme mesure, mais l'objectif poursuivi a toujours été de changer, ce que j'appelle, moi, de renverser la roue, là, mais de changer la façon dont le réseau de la santé est géré. Donc, on a un réinvestissement dans les conditions de travail qualifié d'historique par plusieurs intervenants. On a déjà, au niveau des échelles salariales, fait beaucoup dans la structure des échelles. On parle des échelons, des rangements, je vous passe les détails, mais on a un réinvestissement massif au niveau des salaires. On a toute la notion de stabilisation des équipes grâce à l'ajout d'effectifs. C'est ce qu'on appelle notamment les ratios. Donc, on a des mesures pour obtenir des meilleures équipes de soins, donc pour que les infirmières soient aussi épaulées et aient le temps de faire leur travail correctement, ce qui est à l'avantage de nos infirmières et l'avantage des patients naturellement. L'ajout de congés, de réduction du temps supplémentaire pour favoriser la meilleure conciliation famille-travail. On le dit, on veut réduire ce temps supplémentaire-là obligatoire à sa plus simple expression. Et dans la Convention, il y a des mesures pour atteindre ces objectifs-là. On a mis des bonifications de primes là, dans des secteurs qui étaient très difficiles d'avoir du recrutement. Je parle de nuit, de jour, de fin de semaine. Donc, les chiffres qui ne sont pas des périodes de travail intéressantes ou plus difficiles à combler, il y a des primes qui sont importantes. Mais on l'a bien dit, hein, cette convention-là, elle est là pour régler la structure, pour régler la normale, si on veut, le quotidien. Et là, la pandémie est venue exacerber la crise, est venue ajouter une pression supplémentaire. Donc, le temps où toutes ces mesures-là, ce changement de culture-là doit s'implanter, en temps normal, on n'aurait probablement eu l'espace nécessaire pour lui permettre de vivre, de prendre racine à cette convention-là. Mais force est de constater que les vagues successives qu'on vient de vivre, qu'on vit encore d'ailleurs, particulièrement la 3e et la 4e vague, qui ont épuisé notre personnel de santé, ont aggravé la situation. Et je pense que ça a amplifié
ce qui existait déjà dans le réseau. Au point où on en est à la situation d'aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire, donc, pour atteindre plus rapidement les objectifs et tous les outils, le coffre à outils qu'on a mis en place avec la Convention pour pouvoir l'activer, l'utiliser à son maximum, bien, il faut qu'on agisse rapidement. Et pour ça, ça prend quoi? Ça prend un apport d'effectifs massif, il y a des manques à combler. Et là, on a entendu, je le réitère, on le fait avec les infirmières. Moi, j'ai parlé avec la FIC, avec Nancy Bédard, quelques reprises dans les derniers jours, à travers moi personnellement, à travers mes équipes, pour s'assurer, pas bien comprendre parce qu'on la comprenait bien, mais s'assurer qu'on la comprenait bien, puis qu'on était à la même place que les infirmières sur le terrain, sans compter les nombreuses infirmières avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Et ça revient constamment, là. C'est la qualité de vie, la prévisibilité. C'est souvent la raison pour laquelle elles vont dans les agences, d'ailleurs. C'est pour le contrôle de leur horaire en premier lieu. Donc, et qu'on s'attaque de façon significative et non équivoque au temps supplémentaire obligatoire. Donc, c'est ça que le plan qu'on annonce aujourd'hui prévoit. Le ministre de la Santé va vous le détailler dans quelques minutes. Mais la Convention est la pierre, le socle de cette annonce-là aujourd'hui, parce que c'est elle qui est la solution et c'est elle qu'on veut faire vivre plus rapidement. Donc, ça comporte des mesures, on le dit, pour améliorer l'organisation du travail. Donc, on va avoir des mesures qui vont retenir les infirmières en place et qui ont donné des services à temps plein malgré la situation. Il y a des mesures pour inciter les gens à revenir. Je vais laisser mon collègue. Et ça, ce plan-là, je le répète parce que c'est important et on l'a négocié, cette convention-là, avec les syndicats, avec la FIC. C'est une passerelle, ce qu'on annonce aujourd'hui, vers la Convention. On peut dire un accélérateur. Donc, c'est pour nous permettre que cette convention-là, qui aurait pris en temps normal, si on exclut la pandémie et les vagues successives, aurait pris quelque temps, comme c'est normal pour des changements de culture et de paradigme, à s'implanter dans le réseau. Bien, ce qu'on veut y donner, c'est, j'allais dire du gaz, mais c'est ça dans le fond, c'est une façon de pouvoir arriver et atterrir plus rapidement dans ses effets pour que les gens le ressentent plus rapidement. Donc, on veut vraiment démontrer tout notre soutien aux personnes du réseau. On l'a mentionné, ce sont les 4 catégories, hein, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques. On dit infirmières, mais il ne faut juste pas oublier que c'est ces quatre groupes-là qu'on cible. Et on veut vous dire que pendant les négociations et maintenant, on vous entend, on sait de quoi vous avez besoin et on veut vous aider à atteindre ces objectifs-là. Et je pense que maintenant, mon collègue, le ministre de la Santé, va pouvoir vous dire exactement comment on va créer cette passerelle-là. Alors, bonjour tout le monde. Puis, tout d'abord, j'aimerais non seulement remercier de ce projet-là, mais aussi mes collègues au Trésor, Mme Lebel, et notre ministre des Finances, Éric Girard, parce que on a eu quelques bonnes soirées au cours des dernières semaines. Puis je tiens à les remercier tous les trois et leurs équipes là, pour être capables de livrer la marchandise telle que convenu. Je n'irai pas dans le détail des points parce qu'on l'a déjà pas mal couvert, mais peut-être quelques éléments que je voudrais attirer l'attention. Parce que quand on parle d'un modèle de gestion, vu que ça reste très pratique, là, c'est une gestion qui est beaucoup plus décentralisée, puis qui permet, entre autres, puis je pense que les gens vont le voir au cours des prochaines semaines, ça va être sur le terrain qu'on va voir que les demandes qu'on a reçues des infirmières, qu'on a reçues des syndicats, mais qu'on a reçu aussi des ordres professionnels. Je pense au rapport, entre autres, de l'Office des infirmiers et infirmières du Québec qui a été publié la semaine dernière. C'est avec toutes ces discussions-là qu'on pense qu'aujourd'hui, que le modèle de gestion qu'on met en place répond au point que le premier ministre a dit, là, comment on peut adresser des réductions importantes à court terme du temps supplémentaire obligatoire, du recours aux agences privées, des horaires, je vais en dire quelques mots, ce qu'on appelle des horaires autogérés au niveau du réseau. Ça, c'était une demande qui était excessivement importante, entre autres de la FIC. La diminution des tâches administratives, je vais en dire quelques mots, parce que dans le rapport de l'OIQ, là, il y a une dizaine de jours, il y avait vraiment une bonne définition de l'importance de valoriser mieux le travail des infirmières. Puis on parle souvent de travail, avant on disait travail-famille, mais de travail-vie personnelle. C'est tout ça ensemble, toutes ces mesures-là qui vont nous permettre de donner, je pense, de rendre nos travailleurs de la santé dans un environnement de travail qui, je pense, va faire une grande différence au cours des prochains mois.
Bon, maintenant, sur la question, je vais traiter de 3-4 points. Je vais essayer d'y aller rapidement. Le premier, c'est sur l'augmentation du personnel à temps plein. Le premier ministre l'a dit tout à l'heure, on a en ce moment 60 de notre personnel qui est à temps plein. C'est pas assez. Et les mesures que, j'allais dire Maître Lebel, que le président du Conseil du Trésor a mis en place, notre objectif, puis c'est le résultat qu'on veut atteindre à très court terme, c'est de monter à 75 %. Donc, on veut qu'on aille au moins 75 % le plus rapidement possible, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu comme Sonia disait tout à l'heure, c'est ça qui nous permet de stabiliser nos horaires. Mais en même temps, lorsque le même personnel passe de 60 % à 75 %, ça nous donne du personnel supplémentaire et c'est de ça qu'on a besoin. Bon, sur le TSO, le premier ministre l'a dit, c'est très clair. On va trouver la façon d'ajuster comment on va le faire de façon réaliste, mais on va vraiment favoriser d'avoir des personnes qui nous viennent de l'extérieur, parce que quand on a des personnes qui nous viennent de l'extérieur, plus les personnes qui tombent à temps plein, bien, c'est évident qu'on est capable très rapidement d'avoir un impact sur le TSO. Donc, le temps supplémentaire obligatoire va se réduire par l'ajout de personnel à court terme, mais aussi de passage à temps plein. Bon, sur les horaires autogérés, bien, pour moi, et ça, j'en ai parlé, je vais vous dire, depuis des semaines avec nos PDG, c'est un changement de culture. C'est un changement de culture, encore plus où on a besoin maintenant d'agir. On a vu qu'est-ce que c'est d'avoir les fameux les arrêtés 007, où on pouvait bouger le personnel parce qu'on n'avait pas le choix. Rappelez-vous, il y avait des questions de protection et de contrôle des infections. C'était difficile, les conditions qu'on avait et qu'on a encore dans certains cas. Mais en même temps, on le sait que plus on contrôle la pandémie, plus on est capable de revenir à un nouvel environnement. Donc, je le dis, pour nous, on veut donner plus d'autonomie au personnel dans leur gestion locale. Et ça, je pense que ça va nous permettre de mieux gérer le nouveau personnel aussi qui va être en place. Bon, sur les agences, je pense que le premier ministre a été très clair. Ça veut dire que ça va rendre le personnel les horaires beaucoup plus attrayants pour le personnel public, parce que ce qu'on veut à terme, puis il faut quand même respecter les contrats qu'on a en cours, le besoin qui est un peu plus grand dans les régions d'utiliser le personnel d'agence. Mais notre objectif, c'est vraiment de réduire à sa plus simple expression l'utilisation des agences, mais on va le faire correctement dans un échéancier qu'on va établir ensemble. Maintenant, sur les ressources administratives, puis ça, je pense que je voudrais prendre juste une petite minute là-dessus. Lorsque le premier ministre avait annoncé l'engagement qu'on cherchait 10 000 PAB, on avait l'avantage à ce moment-là de pouvoir le faire beaucoup plus rapidement parce que la formation pouvait être beaucoup plus rapide. Dans le cas des infirmières, on le sait, ça prend 3 ans, puis en plus, s'il y a le deck-back dans ça, on peut aller jusqu'à 5 ans. Ce qu'on a décidé de faire, et que je pense qu'on va avoir des premières réactions que je reçois là, avec qui on a discuté, c'est que le personnel administratif peut être engagé, premièrement, peut être formé beaucoup plus rapidement, du personnel administratif, surtout lorsque vous connaissez ma vision d'utiliser beaucoup plus l'informatique puis des nouveaux outils. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au cours des prochains mois, là, on va former plus de 3000 personnes. 3000 personnes qui vont venir aider les infirmières. Puis quand je dis les infirmières, là, c'est de façon beaucoup générale le personnel clinique, tout le professionnel clinique là, qu'on va vouloir supporter avec 3000 personnes administratives qu'on va former cet automne et qui vont être disponibles à partir du printemps 2022. Et ça, moi, je pense que pour les infirmières, c'est quelque chose de majeur. C'est ça qu'on a vu, qui était demandé par tout le monde depuis longtemps, parce que le grand objectif, si on veut valoriser leur profession, ces gens-là, ils sont allés au cégep, ils sont allés à l'université, pas pour remplir des feuilles de papier, mais pour servir des patients. Et c'est ça qu'on va leur offrir, puis on peut le faire beaucoup plus rapidement. Donc, pour nos 75 000 infirmières qui sont dans le réseau, on leur donne à court terme un support administratif qui va leur permettre de justement de se consacrer aux patients. Maintenant, 2 choses que je dirais avant de passer rapidement sur les montants forfaitaires. 2 choses.
La première, c'est que je sais qu'on fait des changements majeurs qu'on annonce aujourd'hui. Puis ce que je m'attends, puis j'en ai parlé à quelques représentants syndicaux, j'en ai parlé beaucoup avec les PDG, je vous le dis, là, il y a des bouts là-dedans qui vont être difficiles. On fait vraiment une transformation, un mode de gestion, une culture de gestion qui va être complètement différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. On n'a pas le choix. Mais maintenant, je m'attends que quand ça va être difficile au niveau des PDG, au niveau des syndicats, qu'on va s'asseoir ensemble. Puis moi, l'engagement que j'ai pris quand je reparlais encore une dernière fois hier après-midi, c'est que je vais y mettre mon temps personnel à moi. Je l'ai fait dans les dossiers lorsqu'on a préparé la deuxième vague. Je l'ai fait quand on a préparé la vaccination. Je l'ai fait en mettant des squads techniques, des gens comme Daniel Paré qui s'occupaient de faire le suivi, qui mettaient des représentants de la vaccination dans chacun des CIS et des CIUS. On va faire la même chose. On va avoir des équipes qui vont être dédiées à suivre ce qu'on appelle le TSO, le temps supplémentaire obligatoire, qui vont suivre la réduction de l'utilisation des agences, qui vont s'assurer de tout ce qu'on a dit tout à l'heure de la gestion des horaires. Donc, je vais m'assurer personnellement qu'on va le suivre, comment ça va atterrir. Deuxièmement, puis d'ailleurs, je parlais hier à la commissaire à la santé, Mme Castonguay. Mme Castonguay a commencé à faire des analyses, je vais l'appeler des sondages, mais de satisfaction de nos employés. Elle a commencé à faire ça. Moi, ce que je veux faire maintenant, c'est de me servir, entre autres, de l'Institut Cyrano, qui est un institut indépendant, et pour être capable de mesurer l'amélioration, je vais l'appeler, de l'indice du bonheur de nos employés. Alors, on a déjà commencé, c'est déjà mis en place, puis au fur et à mesure que notre changement de culture, notre modèle de gestion, on va s'assurer que les objectifs dont on vous parle aujourd'hui vont être en place. Quelques mots sur les montants forfaitaires. Je pense que c'est important. On le dit, les syndicats, les employés, ce qu'ils nous disaient, donnez-nous un environnement de travail qui est important. Le premier ministre l'a bien dit, Sonia l'a bien dit, mais il faut aller rapidement aller chercher 4300 infirmières. Alors, pour aller chercher ces infirmières-là, dans la première année, pendant qu'on replace notre modèle, bien, c'est évident qu'il fallait donner des incitatifs. Principalement, je donne l'exemple, je l'ai dit quelques fois, on se bat contre l'Ontario en ce moment, qui sont venus chercher des gens en Abitibi, puis en Outaouais, puis qui donnent des primes de 10 000 $. Alors, on avait déjà une base qu'il fallait travailler. Alors, je pense que c'est important de voir ça. Ces forfaitaires-là, le premier ministre en a parlé, mais je vous dirais que le principe, elles sont principalement pour les gens qui vont travailler à temps plein. Et ça, c'est important parce que pour ceux qui sont dans le réseau en ce moment, c'est pour des primes, des personnes qui vont définir à temps plein. Puis on pourra, en temps et lieu, vous donner les définitions, parce qu'il y a eu justement des changements dans la convention qui a été mis en place. Et on pourra donner plus de détails. Juste pour vous donner une idée, là, on va travailler encore dans les prochains jours à mettre en place cette fameuse directive-là, parce que ça prend encore quelques jours, tout attacher ça, les détails de ça, mais ça va se faire là, dans la prochaine semaine. Les incitatifs de rétention et d'attraction, donc autant pour ceux qu'on veut retenir que ceux qu'on veut aller chercher, vont s'appliquer dès maintenant. Les gens qui vont appliquer et qui vont s'engager pour la prochaine année à être à temps plein, comme on l'a expliqué, bien, ça va être en vigueur pour une période de 12 mois. Donc, un incitatif à la signature et un incitatif très important à la fin de cet engagement-là de 12 mois. Et je dirais pour ceux qui vont répondre à la demande du premier ministre, à l'appel, puis je pense qu'on va avoir, je suis certain, un succès avec ça parce que les gens veulent ce changement-là. Bien, on fera un peu comme on a fait avec Je contribue. On va mettre l'information disponible sur le site web de québec.ca. On va lister les différents CIS et CIUS pour que les gens puissent les contacter directement parce que l'embauche va se faire dans les endroits où les gens veulent aller travailler. Mais nous, quand même, au ministère, on va suivre les demandes pour être certain qu'il n'y a pas personne qui tombe entre les cracks. On a appris de « Je contribue » au début, puis on va s'assurer qu'on suit ça. Je termine en disant que, malheureusement, la pandémie a montré les vulnérabilités de notre modèle de gestion actuel. Donc, on doit adopter une nouvelle culture
qui s'inspire de nos succès jusqu'à maintenant, que ce soit la deuxième vague, la campagne de vaccination, et où les employés, on l'a vu, les employés étaient heureux de travailler dans un environnement qu'ils aimaient, on l'a vu, les patients étaient heureux, ils étaient au centre de cette expérience-là, et ce qu'on veut avec tout ça, c'est redonner aux Québécois et à leurs employés un système de santé dont ils sont fiers. Merci beaucoup. Bon, nous en sommes maintenant à la période de questions. Nous commençons avec Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Oui, bonjour à tous les trois. Combien ça va coûter tout ça? Puis pendant combien de temps ça va être en vigueur? Bien, écoutez, ce que je vous dirais, là, je pense que le premier ministre en a donné un ordre de grandeur, vous pouvez bien comprendre. On parle seulement pour les mesures incitatives, là, on est à peu près à 900 millions. Puis ça, c'est si on réalise nos objectifs, là. Et pour ce qu'on appelle des mesures externes, c'est-à-dire d'aller attirer les personnes de l'externe, c'est à peu près 50 millions. Alors, si vous prenez 900 millions plus 50, 250 millions, on a réussi à rester à l'intérieur du milliard. Il y a d'autres montants qui viennent s'ajouter à ça, mais qui étaient prévus à la convention collective, mais qui ont déjà été contribués. Mais le montant additionnel qui ont rapport aux primes dont on parle, c'est à peu près 1 milliard. Puis j'imagine que vous l'avez calculé pour arriver à ces chiffres-là. Là. Combien d'infirmières parties ou retraitées vous espérez ramener dans le réseau avec vos mesures? Bon. Alors, l'objectif, je vous donne un exemple. Là. Notre objectif, c'est d'aller chercher à peu près 4 300 personnes. Puis je vous dirais que ce 4 300-là est une combinaison de gens qu'on va aller chercher de l'externe, mais aussi de gens qui vont accepter de passer à plus de temps plein. Hein? Parce qu'en ce moment, je l'ai dit, on a 60 qui sont à temps plein. Alors, lorsqu'on le calcule, ce qu'on appelle des équivalents à temps complet, là, je ne rentrerai pas dans le détail de ça, mais ça nous permet. Mais idéalement, si on était capable d'aller chercher totalement les gens à l'externe, je serais tout aussi heureux. Puis je disais même à notre ministre des Finances, il m'a regardé un peu de travers quand on a dit ça, moi j'aimerais ça que le programme nous coûte même un petit peu plus cher. Parce que plus il va nous coûter cher, s'il coûtait 1,1 milliard, c'est parce qu'on va aller chercher plus de monde. Puis plus on va avoir de monde qui va être venu dans notre réseau, plus on va stabiliser tout le monde, moins on va recourir aux agences, puis moins on va recourir au temps supplémentaire. Alors donc, mais je vous donne l'ordre de grandeur, on serait excessivement heureux si on passait de 60 à 75 % à temps plein, puis si on allait chercher à l'externe à peu près 4 000 personnes dans un horizon à très court terme. Alain Laforêt, TVA. Bonjour à vous trois. Là, vous parlez de 4 300 personnes que vous allez chercher. Le 15 octobre, votre vaccination obligatoire entre en vigueur. Vous en perdez combien? Bien, premièrement, j'espère... Vous êtes rendu à combien là, de potentiel? Je parle de personnel soignant. Là. Vous avez déjà avancé le chiffre il y a 2 semaines de 10 000. De 10 000. On est rendu à peu près à 7 500. Alors, en date là, du 23 septembre aujourd'hui, là, c'est un petit peu moins que 8 000. Je pense que c'est 7 700 pour être exact. Il y a un équivalent qui ne fonctionnera pas. Là. Ça vous demande 11 000 personnes à aller chercher. Mais pour le moment, c'est pas fini. Et deuxièmement, comme on a dit, on a demandé à nos PDG de trouver des façons de pallier à ça si ces personnes-là n'étaient pas vaccinées. Je peux vous dire qu'on va trouver des gens... Juste vous donner un exemple, M. Laforêt. Il y a à peu près 8 000 infirmières qui ont pris leur retraite à l'intérieur des 5 dernières années. On a été capable, dans le Je contribue, d'aller chercher à peu près ça, 8 000 infirmières qui sont venues nous aider dans Je contribue. Alors, ces gens-là sont doublement vaccinés. Ils peuvent revenir. On leur dit que c'est à compter d'aujourd'hui qu'ils peuvent revenir. Il faut que c'est évident que pour avoir droit aux primes, les gens doivent être vaccinés, doublement vaccinés. C'est comme évident. Alors donc, moi, je pense qu'on est loin d'avoir lancé la serviette. On demande aux gens de continuer à se faire vacciner dans le réseau. Puis chaque jour qui passe, ces gens-là peuvent aller chercher une première dose. Alors, moi, j'ai été très, très, très direct. On va trouver des solutions pour les gens qui ne seront pas vaccinés. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, allez-y, M. Legault. Aussi une petite réponse. Là. Les 3 000 agents administratifs. C'est certain que si on dit les infirmières font 30 % de leur temps de la paperasse,
si on embauche 3 000 agents administratifs pour faire cette paperasse, ou en tout cas une partie de la paperasse, bien, ça dégage aussi du temps d'infirmière supplémentaire. Henri, vous s'en est rendu là, avec le dossier de l'enseignante. Avez-vous du nouveau? On n'a pas eu d'autres informations. Si les informations étaient vraies, bien, il va y avoir des recours. Là. C'est inacceptable, ce qui a été raconté, mais on n'a pas encore les informations là, vérifiées. Justine Richer, La Presse canadienne. Oui, bonjour à tous les trois. J'aimerais savoir, la crise, elle est importante là, présentement. Là, on n'a jamais vu ça, les salles d'urgence qui ferment, les salles d'opération. Si ça ne fonctionne pas, si les infirmières ne répondent pas à l'appel, c'est quoi le plan B? Écoutez, je l'ai dit depuis le début, là, c'est une crise sans précédent, puis vous avez raison. D'avoir réussi à passer à travers cette crise-là avec un délestage qui est beaucoup moins grave qu'ailleurs, même s'il est très important. Hein? On a réussi à passer à travers en faisant du délestage, en gardant nos écoles ouvertes. Vous savez tout ça. Moi, j'ai l'impression que si on donne un environnement de qualité à nos gens, c'est ça qu'ils nous demandent, là. On va être capable d'aller chercher les gens. Bon, maintenant, on l'a vu, on n'aime pas ça le faire. On doit, quand on n'a pas le personnel, on doit réorganiser nos services. C'est pas l'idéal. J'aime mieux être transparent vers la population puis de dire, maintenant, j'ai une entente très claire avec les PDG. Quand on voit les coûts venir à l'avance, il faut se le dire, puis on avertit la... C'est pas facile d'être transparent puis de dire les vraies choses. Pas aimer ça, la réorganisation des services qu'on a en Abitibi ou qu'on a en Outaouais, mais c'est toujours ça, la solution. C'est de réorganiser nos services en fonction du personnel qu'on a. Et c'est pour ça que maintenant, j'apprécie le support que j'ai de la part du premier ministre et de nos deux ministres financiers. C'est de dire, écoutez, pour mettre 1 milliard sur la table, là, pour aller chercher le personnel, ça vous donne la gravité de la situation, mais une chance qu'on a cette nouvelle convention-là. Et c'est ça qu'on attendait avec beaucoup d'espoir. Puis moi, je pense qu'avec cette convention-là, ça va faire une différence. Maintenant, c'est de la faire atterrir au PC, comme on dit. Mais quand vous dites réorganisation de services, est-ce que je comprends bien? Ça veut dire que si les infirmières manquent à l'appel, ne reviennent pas, ça veut dire plus de délestage, plus de report d'opérations, plus de bris de service, etc. Il faut s'attendre à ça. Il n'y a pas de magie. Soyons clairs, il n'y a pas de magie. Moi, ce que je dis, c'est qu'à date, on s'en est tiré pas si pire. J'aime pas ça, là. On n'aime pas ça faire de la réorganisation de services. Mais c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec la situation où on est, avec une convention maintenant qui est très bien définie, parce que ça a été long convenir. Là. Mme Lebel a fait beaucoup de travail avec son équipe, mais là, on a ça au moins. C'est récent, cette entente-là qu'on a. Alors moi, je pense que maintenant que les idées sont claires sur la table, dans quels paramètres, puis je pense qu'encore une fois, on a vu que le réseau de santé peut être agile. On l'a vu avec la vaccination. On l'a vu qu'on pouvait sortir de la boîte. Moi, je suis très confiant qu'on va aller chercher les personnes parce qu'ils ont le goût de travailler. Les gens sont fiers. Vous l'avez vu dans la vaccination, là? Les gens étaient contents d'être là. On a un défi. Cette pandémie-là est atroce, mais en même temps, jusqu'à maintenant, on a bien réussi. Éric Martel, Journal Métro. Oui, bonjour. Mais avec ce plan-là, est-ce que vous pouvez vous engager à ce qu'il n'y ait plus de bris de service dans le réseau de santé d'ici les prochains mois ou... Écoutez, moi, je vous parle de réorganisation de services parce que je ne veux pas jouer sur les mots, mais je vais le faire jusqu'à temps que je sois bien compris. Pour moi, un bris de service, puis je l'ai dit, c'est quand on n'a pas prévu, puis qu'on arrive à quelque part, puis à un moment donné, oups, ça ferme parce qu'il y a 3 infirmières qui, malheureusement, sont tannées, sont à bout. Ça, c'est pas de la gestion. La gestion, c'est de dire, j'ai un enjeu qui s'en vient, j'ai du personnel, mais je veux pas être pris devant un fait accompli. Alors, on le sait, là, on le sait, je l'ai demandé à mes PDG, particulièrement dans les 5 régions dont on parle, j'en veux plus de surprises. Jusqu'à temps qu'on aille maintenant qu'on mette en place ces solutions. Et c'est pour ça que je parle de réorganisation. Je comprends que la personne de Santerre n'est pas contente parce qu'elle dit « j'avais accès à tel service avant, puis là, il faut que j'aille un peu plus loin. » Mais entre aller un petit peu plus loin et d'être bien servi par du personnel qui est vacciné, par du personnel qui est dans un environnement sécuritaire, bien moi, c'est ça que je dis, qu'en attendant, c'est comme ça qu'il faut s'organiser jusqu'à temps qu'on ait ce nouveau modèle de gestion-là qui tienne compte de ces principes-là qu'on vient de discuter.
Votre plan est effectif dès maintenant, mais la vaccination va devenir obligatoire le 15 octobre. Êtes-vous prêt à pallier au départ du personnel dès cette date-là? Je l'ai répondu tout à l'heure. On a toutes sortes d'actions qui sont en train d'être mises en place pour les PDG, que s'il y a des personnes qui sont non adéquatement vaccinées, on va prendre des mesures. Fanny Lévesque, La Presse. Oui, bonjour à vous trois. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous écoutent, hein, des infirmières qui sont parties puis qui pensent à la prime puis qui trouvent ça attrayant. Quel engagement vous prenez aujourd'hui envers ces personnes-là qui vont quitter, par exemple, une agence pour retourner au privé? À quel moment elles peuvent s'attendre, par exemple, à ne plus avoir à faire de temps supplémentaire obligatoire? Bien, écoutez, le plus rapidement possible qu'on va avoir ces 4000 personnes-là, déjà, ça va faire une grande différence. Je vous dirais que l'engagement qu'on prend, puis j'apprécie votre question, c'est plus vite ils vont revenir, plus l'environnement va être extraordinaire. Puis on l'a vu avec les PAB. Les PAB, lorsqu'on a mis 10 000 personnes, les gens disaient « Mon Dieu, que c'est beaucoup », mais ça l'a permis d'avoir un environnement de travail dans les CHSLD, je ne dirais pas qu'il était parfait, mais qui était 100% meilleur. C'est la même chose ici. On dit « Regardez, venez », puis c'est quand même, vous l'avez dit, des primes qui sont très attractives. Puis en plus, ce qu'ils vont savoir, c'est que les gens, ils ne seront pas tout seuls. C'est tous les gens qui vont être là vont avoir un environnement de travail qui est meilleur, puis avec une stabilité des heures, la meilleure planification. Moi, je pense que c'est simple. C'est peut-être trop simple ce qu'on dit, mais ça va se prouver assez rapidement qu'on va avoir amélioré l'environnement de travail. Et je le dis, je le répète, j'ai dit au PDG, je veux que vous me trouviez des solutions. Vous m'en avez trouvé là, depuis 1 an là, qu'on vit la pandémie, là. Mais j'en veux pour ça aussi, puis on va les suivre de très proche. Mais dans le fond, vous leur demandez un peu de vous faire confiance puis d'embarquer dans ce mouvement-là. Bien, écoutez, je fais confiance. La réponse, c'est oui. Mais notre gouvernement met 1 milliard sur la table pour qu'il reste, puis pour qu'il revienne. Fait que je pense qu'on met un commitment assez fort. Là. Et juste rapidement, je voudrais vous entendre sur justement le TSO. Là. Il y a le tribunal administratif en Montérégie-Est qui ordonne finalement aux infirmières à l'hôpital Pierre-Boucher qui refusent de faire du TSO de le faire. Donc, c'est quoi votre réaction par rapport à ça et quel signal ça envoie alors qu'aujourd'hui, vous tentez de les convaincre de rester? Écoutez, il faut faire une ligne. Là. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas dans 6 mois que c'est applicable ce qu'on met là, c'est aujourd'hui. Si les gens veulent appliquer aujourd'hui, là, ils peuvent appliquer. Alors, on va mettre les postes disponibles là, dans les prochains jours. Alors, prenez quelques jours pour y penser. Là. Puis j'ai dit, là, on va mettre le site web, on va faire le lien. Mais moi, là, ce qui est en train d'être discuté, les mesures, le 007, tout ça, là, je veux mettre ça derrière nous le plus rapidement possible pour que les gens puissent appliquer sur des postes puis qu'on aille, que ce soit au sur-ouest. On les connaît tous par cœur, les endroits qui sont difficiles. Vous les connaissez, vous aussi, très bien. Alors, c'est ça que je vous dis. C'est maintenant que ça va faire une différence. Louis Lacroix, Cogeco. Revenir sur la convention collective, parce que c'est très important ce qu'il y a dans la convention collective. Là, il y a beaucoup de mesures, mais prenons juste les mesures pour augmenter les primes le soir, la nuit et la fin de semaine. Souvent, le temps supplémentaire, c'est des quarts de travail qui sont moins attractifs, si on peut dire. Donc, en mettant des primes, puis c'est pas simple à négocier, hein, parce que les syndicats sont habitués, quand on a une prime, on la donne à tout le monde. Là, on dit, pour avoir le droit à la prime, c'est le soir, la nuit, la fin de semaine. Donc, il y a des gens qui sont dans des conditions familiales ou autres, où ils peuvent se permettre de travailler le soir, la nuit, la fin de semaine, qui aiment aussi la prime qui vient avec. Donc, ça va aider aussi, en plus des gens à temps plein qui vont s'ajouter. Puis, je donne cette mesure-là, là, mais il y en a plein dans la convention collective. Mais la convention collective, actuellement, n'est pas appliquée encore. Cogeco. Monsieur le Premier ministre, Mme Lebel, M. Dubé. Là, je comprends qu'il y a énormément d'argent là, qui sont donnés en incitatif, en boni. Mais les bonis, là, c'est généralement, quand tu reçois un boni, il ne revient pas l'année prochaine. Là. Alors, qu'est-ce qui vous assure, que les gens vont continuer à rester dans le réseau une fois que les bonis vont être passés? Et êtes-vous prêt à rajouter le même genre de mesures pour garder les infirmières à long terme? Si jamais là, vous voyez que l'année prochaine, ils se disent, bon, ben là, c'est bien beau, on l'a eu, notre prime, maintenant, on s'en va, là, tu sais. Pour ne pas se retrouver dans la même situation d'année en année. Bien, moi, je dirais d'abord 2 choses. Ce qui est important de dire, c'est grosso modo,
un tiers de la prime maintenant, 2 tiers de la prime le 31 octobre 2022. OK? Donc, il y a un incitatif à rester jusqu'au 31 octobre 2022. Deuxièmement, c'est comme l'œuf puis la poule. Plus on a de gens à temps plein, plus la qualité des conditions de travail est bonne. Donc, nous, on est convaincus qu'une fois qu'on va avoir notre monde puis bien appliquer la convention collective, qu'on n'aura plus besoin de ces primes-là. Donc, c'est ce qu'on vise, là. Puis, on est convaincus que ça va bien se passer. Parce que là, je comprends que vous dites que vous misez sur le fait que, bon, ça arrive des fois, une fois de temps en temps, c'est pas bien grave. Ça m'a fait perdre le fil de mon idée, je vais essayer de le retrouver. C'est que là, c'est comme si on attirait les infirmières avec un gros incitatif, dans l'espoir que les nouvelles conditions de travail vont faire en sorte qu'elles vont rester. Mais là, ça va être toute une drop de salaire l'année suivante. Il va y avoir 12 000 15 000 de moins l'année suivante. Là. Monsieur Lacroix, là, puis les infirmières nous le répètent sans cesse, c'est que le problème, c'est pas l'argent, c'est la qualité de vie, la conciliation famille-travail, le temps supplémentaire obligatoire. C'est ça, là, ils n'en peuvent plus, les infirmières, de faire du temps supplémentaire obligatoire. Donc, si on gagne notre pari, je suis convaincu qu'on va le gagner, qu'il y en a assez qui reviennent à temps plein, bien, il n'y en aura presque plus de temps supplémentaire obligatoire. Donc, la qualité de vie, c'est ça qui est recherché, c'est ça qui est demandé par les infirmières, bien, va être là. OK, mais est-ce que le Québec aurait les moyens d'offrir de façon continue ces augmentations de salaire que vous leur donnez de façon... J'aurais le goût de parler de Justin Trudeau, là, mais je ne vous parlerai pas de Justin Trudeau. Le fédéral finance 22 des dépenses de santé dans les provinces. On demande d'augmenter ça à 35 Ça représenterait 6 milliards par année qu'on demande au gouvernement fédéral, juste le Québec. C'était le cas. Si on avait ces transferts-là, on aurait les moyens. Oui, mais on ne pense pas que c'est nécessaire. Les primes, les bonis qu'on parle là, pour amener du monde à temps plein, on ne pense pas que c'est nécessaire pour plus qu'un an. Parce que ça va nous amener vers la nouvelle négociation de la prochaine convention collective. C'est très important ce que le premier ministre a dit. Oui, il y a toujours au cœur des négociations des augmentations de salaire, du rattrapage, des majorations de primes, et on en a fait un pas extrêmement important au cœur de la convention. Et on parlait des primes tantôt, de soir, de nuit, de fin de semaine. C'est du 12, du 18, du 10 là, qu'on ajoute. Et ça, c'est du récurrent qui s'ajoute sur le salaire pour la durée de la convention. On est dans la structure. Mais ce qui est important de dire, c'est que les infirmières, quand elles nous parlent, c'était récurrent dans les discussions, et les axes de la Convention, c'est stabiliser les équipes de travail, les ratios, la flexibilité dans les horaires, la réduction du temps supplémentaire obligatoire, arrêter d'avoir recours aux agences de placement. Et c'est ça qui était le discours des infirmières. Et le pari qu'on fait par cet accélérateur-là qu'on pense nécessaire compte tenu de la pandémie, c'est qu'on va y arriver plus rapidement à ces conditions gagnantes-là, et on va avoir atteint les objectifs qui étaient demandés par les infirmières. Donc, je pense qu'on répond à la question. Vallée, Radio-Canada. Oui, bonjour à tous. Donc, votre plan mise vraiment sur le fait que les travailleurs de la santé soient à temps plein. Est-ce que c'est pas un pari risqué? Parce qu'il y a beaucoup d'infirmières, par exemple des retraités qui aimeraient revenir, mais qui n'ont peut-être pas la santé ou le temps pour travailler à temps plein. Le fait qu'il y ait des gens qui se dirigent vers les agences, c'est précisément des fois pour avoir plus de flexibilité, pour avoir un emploi à temps plein. Comment on va faire pour attirer ces gens-là si on leur donne pas de prime? Bien, écoutez, premièrement, on s'attend bien que ce ne soit pas tout le monde qui va être à temps plein. Là. On a dit qu'en ce moment, on a 60 des gens qui sont à temps plein, qui sont déjà à l'emploi, et on veut que ça passe à 75 Puis on a des mesures spécifiques qui étaient dans la Convention pour ça. Mais il va rester quand même, dans ceux qui sont là, 25 des gens qui peuvent rester à temps partiel. Donc, on n'élimine pas la capacité de venir travailler, de continuer à travailler dans le réseau pour ceux qui sont à temps partiel. Puis deuxièmement, puis c'est ça qu'on va expliquer dans les directives, parce qu'aujourd'hui, là, je trouve qu'on vous donne déjà beaucoup de détails, mais des 4000 personnes qu'on pourrait aller chercher à l'externe,
Ces gens-là là, qui sont soit des retraités ou qui travaillent déjà à temps partiel dans des heures, on est prêt à les prendre aussi à temps partiel. On a cette flexibilité-là. Ce qu'on veut, c'est d'avoir cette combinaison-là, mais un ratio plus grand de personnes à temps plein. On ne veut pas éliminer les personnes à temps partiel, mais on veut avoir pour le personnel, en ce moment, notre objectif, c'est 75 %. Tant mieux si c'est un petit peu plus, ça donne plus de stabilité, mais on va continuer à utiliser des gens à temps partiel parce qu'on sait que quand on entend parler de conciliation travail-famille, bien, il y en a pour qui le temps partiel, ça fait partie de ça. Mais donc, ces gens-là n'auront pas de prime. Il y a un effet aussi pervers, là. C'est qu'actuellement, il y a des personnes qui sont à temps partiel, qui travaillent, disons, 20 heures par semaine, puis parce qu'ils reçoivent du temps double, ils font plus d'argent que des personnes qui sont à temps plein, 37 heures et demie. Donc, c'est ça aussi qu'il faut arrêter, là. Vous avez fait une brève allusion tout à l'heure au projet à long terme, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur retraite ces prochaines années. Dans le cas des préposés, vous avez vraiment procédé à un recrutement massif. Est-ce que ce serait quoi l'équivalent qu'on pourrait faire pour les infirmières à plus long terme? Là, je comprends qu'on ne peut pas accélérer une formation de 3 ans puis la condenser en 6 mois, mais le plan, est-ce que ça pourrait être éventuellement de quand même raccourcir cette formation-là, d'offrir de payer les gens pendant leur formation, comme on l'a fait avec les préposés? Est-ce qu'il y a un horizon, un plan pour le recrutement de façon plus long terme? Effectivement, là, il y a 5 types d'emplois, là, les infirmières, les enseignants, les éducatrices, les personnes qui travaillent en santé mentale, puis les personnes qui travaillent à la DPJ. Donc, entre autres, là-dedans, il y a des psychologues, des enseignants, on sait que c'est 4 ans d'université, les infirmières, bon, ça peut être 3 ans de cégep ou 5 ans, parce qu'éventuellement, il va falloir mettre le bac. Donc, effectivement, là, ce qu'on regarde avec Jean Boulet, il y a une mise à jour qui s'en vient à l'automne, c'est comment on peut, à moyen terme, mettre des incitatifs. Ça peut être des bonnies aux personnes qui s'inscrivent, puis ça peut être un boni pour chacune des 3 années du bac, par exemple. Mais ça s'est déjà fait au Québec. Ça se fait à beaucoup d'endroits dans le monde. Je pense qu'on se rend compte que dans ces 5 types d'emplois-là, il va falloir aussi mettre des incitatifs à moyen terme pour attirer plus de personnes. Parce que ces gens-là, là, ça ne se remplace pas par des robots. Tu sais, on parle beaucoup de robots là, dans les entreprises privées, mais les soins aux personnes, ça prend du vrai monde. Et il va falloir comme convaincre plus de gens de se diriger dans ces secteurs-là. Charles Lecavalier, Journal de Québec. Bonjour à vous trois. J'ai juste 2 questions. Fait que ma première question, c'est plus pour éclaircir sur le milliard. Je comprends bien qu'il y a 900 millions que c'est des bonis, bon, disons, non reconductibles là, sur une année. Mais est-ce que vous allez chercher de nouvelles infirmières qui vont venir travailler pour le public? Ça, vous l'espérez? Ça, c'est des dépenses récurrentes. Même chose pour les 3000 personnes du personnel administratif. Quel impact budgétaire ça va avoir, ça, sur le... Parce que ça, on s'entend que ça, c'est permanent. Ça, c'est des gens que vous embauchez. Dans la convention collective, déjà, on avait prévu là, par l'ajout de nouveaux postes parce que dans la convention collective, il y avait aussi l'objectif de faire passer plus de personnes à temps plein. Là, on accélère par l'accélérateur, par les primes pour pouvoir ramener les gens. Mais il y a dans la convention collective, ces postes-là sont déjà prévus. On avait 1500 nouveaux postes, puis 3500 qui découlent de ce qu'on appelle, nous, le rehaussement, c'est-à-dire le passage d'un temps plein, d'un temps partiel à temps plein. Donc, c'est déjà prévu par la Convention. Ce que les primes font, c'est qu'on veut les ramener plus rapidement dans le réseau. Ça inclut le 3000 personnes administratives, les conventions? Non, ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder, mais on va les mettre s'il faut les mettre parce que c'est nécessaire, puis ça dégage les infirmières de travail clérical. C'est pas budgété, là, les 3000? Pas dans la Convention. Okay. Là, on va déposer cet automne une mise à jour économique avec des prévisions sur un certain nombre d'années. Bon, évidemment, ce que Éric Girard et son équipe font, c'est de calculer combien on va sauver en temps supplémentaire, combien aussi n'a pas été dépensé dans le budget pour les postes qui ne sont pas comblés, qu'on cherche à combler depuis 3 ans. Là. Quand je disais tantôt que quand on est arrivé, on a annoncé beaucoup de postes, mais ils n'ont pas été comblés. Fait qu'on n'est pas arrivé à dépenser l'argent qu'on avait mis dans le budget. Fait que ça, cet argent-là est disponible. Rapidement, sur le TSO,
est-ce que vous avez des objectifs précis, clairs? Là? Tu sais, dans un an, ça a-tu marché ou pas? Est-ce que vous avez, par exemple, un nombre d'heures total de TSO en ce moment? Puis et c'est quoi votre objectif là, dans un an, dans 2 ans? Moi, ce que je veux faire, c'est la façon dont on travaille. Là, je vais m'asseoir, maintenant qu'on a mis les grands principes, là je vais m'asseoir avec les PDG. J'ai déjà commencé hier après-midi. Puis là, on dit, c'est ça, là. C'est ça, la commande. On connaît très bien le nombre d'heures supplémentaires. On connaît moins le TSO, parce qu'il y avait toutes sortes d'informations sur le TSO en détail, étaient moins connues de façon coordonnée ou centralisée, appelez ça comme vous voulez. Fait que là, maintenant qu'on sait que c'est ça l'objectif, puis moi, je vais leur demander un plan, puis je vais leur dire, écoutez, ça va être quoi? Comment vous allez réduire ça? Parce qu'il y a des régions que ça va être plus facile que d'autres. On s'entend, il y a des régions qui vont être plus difficiles. Alors, moi, je vous dirais, quand j'aurai ce plan-là, puis on va se revoir dans la prochaine année, là, je pense qu'à un moment donné, je vais vous dire, bien là, le plan exact là, pour réduction du TSO, c'est tant. Le temps, la réduction pour les... Un peu comme j'ai fait avec... lorsqu'on regardait le PCI, puis on regardait la main-d'œuvre indépendante, on vous a communiqué cette information-là. Moi, je pense qu'il est un peu trop tôt, mais l'engagement, il est clair. Ça va baisser pas mal vite. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Juste pour comprendre la mécanique des bonnies, là, donc une retraitée qui revient au travail maintenant, elle empoche 4 000, 5 000 ou 6 000. À Noël ou au printemps, elle peut dire, moi, je débarque, c'est juste qu'elle n'a pas le reste, mais elle garde cet argent-là. Est-ce que c'est à peu près ça? Je pense pas qu'on devrait raisonner comme ça, mais je vous donne l'exemple. Jusqu'à maintenant, là, de tous ceux qui sont venus nous aider au niveau comme des PAB et tout ça, on n'a jamais eu vraiment de grands enjeux à ceux qui ont dû partir. On entend toujours 1 ou 2 histoires, mais je vous dirais que moi, je pense que, en tout cas, on l'a vu avec la vaccination, là, je vous dis, on a 20 000 personnes qui sont venues nous aider. Là. On n'a jamais eu d'enjeu. On n'a jamais eu d'enjeu. Fait que moi, je pense qu'une infirmière qui est à la retraite, qui est dans, par exemple, qui revient, puis qui est dans une région là, ciblée, là, imaginez-vous, là, elle reçoit 5 000 $ au moment où elle s'engage pour 1 an, puis elle dit, j'ai 12 mois à travailler, puis je vais recevoir un autre 10 000 $. Puis ça, c'est en plus de son plein salaire. Puis là, en plus, on est en train de regarder avec le ministre des Finances comment qu'on va s'assurer qu'il n'y a pas la double fiscalité sur sa retraite. Fait qu'imaginez-vous, là, ça commence à être intéressant parce que notre principe, puis c'est pour ça que je vous dis qu'on est en train de finir d'attacher ça, puis quand la directive va sortir, ça va tout être clair. Mais ce que le premier ministre faisait remarquer, une infirmière qui est à la retraite, qui va travailler dans le privé, il n'y a personne qui enlève sa pension. Pourquoi, quand elle revient chez nous, il faudrait qu'elle diminue sa pension parce qu'elle vient travailler dans le public? Alors, nous, on a regardé nos gens de justice, puis les gens du revenu, puis on a dit, comment on va faire ça? C'est tellement une grosse différence. Fait que je leur dis aux infirmières, là, il n'y en aura pas de double fiscalité. Il n'y aura pas de pénalité. Il faut trouver le moyen. C'est pour ça que je vous dis, donnez-nous quelques semaines pour qu'on l'attache, mais c'est ça qui est l'objectif. On parle beaucoup des hôpitaux. C'est surtout dans les hôpitaux dont on a besoin de ces gens-là, mais est-ce qu'on... Mais dans les CHSLD aussi. Ah oui, tout à fait. De médecine familiale, on parle de tout, là. En fait, là, on parle, comme le dit le premier ministre, tout ce qui est ce que nous, on appelle la catégorie 1. OK? Catégorie 1, là, c'est infirmière auxiliaire, ergothérapeute, inhalothérapeute, pardon, excusez-moi, et qu'est-ce que j'ai, des perfusionnistes? Oui. Alors, il nous reste des choses à régler. Je vais vous dire, ça pour moi, c'est pas encore défini parce qu'on est en train de regarder. Je vous donne l'exemple dans les RPA. Dans les RPA, il y a des infirmières, mais elles sont payées par le privé. Bon, on est en train de regarder qu'est-ce que ça veut dire. Alors, c'est pour ça, là, on parle du réseau public pour le moment, nos CHSLD conventionnés. On en a une quarantaine, mais on est en train, pour ça que je dis, là, les gens vont penser, là, avec l'annonce d'aujourd'hui, là, mais d'ici quelques jours, on va arriver avec une directive très claire. Nous en sommes maintenant à la période de questions en anglais. Nous commençons avec Cathy Sonnet, CBC. Good afternoon to Bonjour à vous trois. Two important verbs here. Vous avez 2 verbes importants, attirer et retenir. And you're gambling a lot. Et vous jouez beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes vraiment sûr du succès de ce programme de 1 milliard, ce pont doré
Comment êtes-vous si sûr de pouvoir attirer ces infirmières et les retenir? Réponse. Avant tout, ce que Mme Lebel a fait au sein de la convention collective, c'est qu'elle a négocié selon ce que le personnel demandait. Car on n'a pas inventé, on a négocié en étant à l'écoute. Donc, on nous a demandé plus de stabilité, on veut supprimer le temps supplémentaire obligatoire et tout cela. Donc, c'est intégré à la convention collective. Maintenant, le point très clair, c'est que de mon côté, moi, je veux toucher au concret. C'est que ces conventions prennent du mois à être intégrées. Il y a des discussions, il y a des mises en œuvre. On n'a pas le temps cette fois-ci. Donc, on n'invente rien. Nous allons mettre en œuvre ce qui a été négocié au sein de la convention collective. Donc, je ne dis pas que c'est un pari. Non. Je dirais plutôt que, puisque le gouvernement a les ressources financières pour accélérer cette mise en œuvre, et c'est que, étant donné que nous avons connu ces réussites dans le taux de vaccination, les gens disent, nous sommes prêts à revenir vous aider si les conditions sont acceptables, si elles sont bonnes. Et je crois que lors de la vaccination, on a vu que les gens qui sont partis, quand il est question d'un quart de travail le jour, par le soir ou la nuit, sont prêtes à revenir. Donc, c'est ce qu'elles veulent. Donc, il nous faut l'offrir très rapidement. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons l'argent sur la table. Rappelez-vous, il y a 18 mois, les syndicats des infirmières, beaucoup de gens pensaient que nous n'allions jamais réussir à signer une convention collective. Pourquoi? C'est que il fallait mettre fin au temps supplémentaire obligatoire et qu'on mette fin aux agences privées. Et avec Sonia, ils ont signé la convention. Donc les syndicats aussi ont pensé que c'était une bonne solution pour leurs problématiques. Donc je pense que de part et d'autre, on est embarqués. Question. Mais si vous regardez la prime et que les gens quittent après un an, c'est que vous êtes là et disons que les infirmières ne sont pas revenues. Vous êtes là depuis quelque temps. Elles quittent. Mais que dites-vous aux infirmières aujourd'hui? Car il est question pour elles de prendre la décision de revenir. Réponse. Écoutez, mais les syndicats comme nous pensons qu'ils vont accepter de revenir. Je ne vois pas d'autres exemples dans des entreprises ou des organisations où vous avez 40% de vos employés qui sont à temps partiel. Pourquoi est-ce ainsi? C'est parce qu'il y a des incitatifs qui ont été intégrés au fil du temps où vous faites plus d'argent en étant à temps partiel avec le temps supplémentaire payé à temps double. Il nous faut changer cela. On finit avec une situation où la qualité de vie pour les infirmières à temps plein est lamentable, vraiment inacceptable. Matt Griot, CTV. Question. Quel est le message que vous envoyez aux infirmières qui vous écoutent et qui se concentrent sur la conciliation, travail-famille, les conditions de travail, et ce n'est pas une question d'argent. Elles seraient sceptiques peut-être de votre plan. Elles pourraient avoir des doutes que si elles retournent, leur qualité de vie ne va pas vraiment s'améliorer. Que dites-vous à cela? Réponse. Écoutez, elles doivent croire que la solution présentée par leur propre syndicat et le gouvernement de concert, on ne peut pas être les deux dans l'erreur. Je pense qu'on a négocié cela avec Sonia et on a conclu que c'était la marche à suivre, c'était la voie de l'avenir. Donc, j'estime que cela devrait inspirer confiance aux infirmières qui nous écoutent maintenant. J'aimerais rajouter une chose. J'ai eu l'occasion depuis quelque temps à voir les côtés négatifs du modèle courant, mais aussi j'ai vu le côté positif
du nouveau modèle. Quand je me rends au CUSUM, quand je vais au CHUM, quand je vais à Sainte-Justine, qui se servent d'un système davantage décentralisé, les quarts de 12 heures. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais une façon moderne de gérer le personnel qui attire les gens. Il n'y a pas de temps supplémentaire obligatoire dans ces trois institutions. Ils n'ont aucun problème de ce côté-là. Donc, il nous faut prendre un peu de recul et dire, voilà des pratiques exemplaires dont on pourrait s'inspirer. Dans le Globe and Mail cette semaine, par exemple, 4 de nos hôpitaux font partie des meilleurs hôpitaux pour ce qui est de leur gestion dans le monde. Sainte-Justine, le CHUM, le CHUC à Québec. Donc, on n'a pas besoin d'aller si loin que ça pour retrouver des pratiques exemplaires. Il faut tout simplement les mettre en œuvre sur un plan plus général. Question pour M. Legault sur le projet de loi 105 et ce qui a été déposé aujourd'hui quant aux manifestations. Vous avez mentionné que votre patience commençait à s'éroder. Pourquoi vous l'avez entendu jusqu'à maintenant pour déposer ce projet de loi? Vous avez vu ces manifestations et c'est clair que ces groupes allaient nulle part. Ils allaient continuer de manifester. Réponse. Écoutez, ce n'est jamais facile, avant tout, de dire « vous n'avez pas le droit de manifester, vous ne pouvez pas prendre la rue ». Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Il faut être vraiment prudent. Nous voulons nous assurer que les gens ne vont pas gagner en disant que la loi est inacceptable et qu'on ne peut pas l'appliquer. Deuxièmement, nous voulions nous assurer que l'on ne se serve pas de cette loi uniquement pour les écoles, mais aussi pour les maternelles, comme les hôpitaux. Donc, il fallait le faire correctement. Il fallait prendre son temps. Et il faut aussi avoir l'appui des autres partis. N'oubliez pas cela. Alors, je crois que le moment est opportun. François Legault qui commente le projet de loi spécial qu'il a déposé ce matin à l'Assemblée nationale pour encadrer le droit de manifester contre les mesures sanitaires. Mais la raison pour laquelle il était là, en conférence de presse, c'est pour annoncer un programme qu'il qualifie de réorganisation du travail dans le réseau de la santé, mais qui est essentiellement et principalement un programme d'incitatifs financiers pour ramener des infirmières dans le réseau public de la santé. Des primes qui varieraient de 12 000 à 18 000 $. Vous êtes une infirmière retraitée, vous revenez dans le réseau de la santé, vous avez droit à 12 000 $ sur une année. Vous êtes une infirmière à temps partiel dans le réseau de la santé, vous devenez une infirmière à temps plein ou vous êtes déjà une infirmière à temps plein, vous recevriez 15 000 $. Vous additionnez, vous ajoutez 3 000 $ de plus à ces primes que je viens d'évoquer si vous habitez en Outaouais, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, le nord du Québec ou en Gaspésie. L'objectif, ramener 4 300 infirmières dans le réseau public de la santé pour stabiliser les équipes, éliminer les heures supplémentaires obligatoires qui sont une plaie, semble-t-il, dans le réseau actuel de la santé et faire en sorte donc que les services soient mieux donnés, qu'il y ait moins de bris de service. Coût de la facture pour le gouvernement, autour d'1 milliard $. Demain, ce sera la parole au monde du politique. On parlera de la politique fédérale et provinciale. Christian Latrec vous attend. Bon appétit.